Titre de cette édition, le président Yahya Jammeh accepte de céder le pouvoir et de quitter le pays. Une information de l'un des conseillers du président élu, Adama Barrow. Adama Barrow l'a ensuite confirmé sur son compte Twitter. La dernière tentative de médiation des présidents guinéens et mauritaniens aurait ainsi porté ses fruits. Les détails en début d'édition. Investiture du président Adama Barrow. La cérémonie s'est déroulée hier à l'ambassade de Gambie au Sénégal. Le nouveau président de la Gambie était toujours à Dakar ce vendredi avec son homologue sénégalais. Ils se sont rendus à la mosquée omarienne. Ils ont également rencontré le khalife Thierno Madani Tall. Élection de représentativité, les deux arrêtés ont été publiés ce vendredi. Dans le secteur de l'éducation et de la formation, 32 syndicats sont inscrits sur les listes. Au ministère du Travail, on assure que les préparatifs sont en cours. Des élections qui seront, d'après le ministère du Travail, organisées dans la transparence. C'est officiel, Donald Trump est le 45e président des États-Unis d'Amérique. L'investiture du successeur de Barack Obama s'est déroulée ce vendredi avec la prestation de serment et le premier discours officiel du nouveau président américain. Nouveau président aux États-Unis, nouveau président également en Gambie. Chaque vendredi, la rédaction vous propose de suivre la chronique du JT. Ce soir, elle est consacrée à l'investiture du président Adama Barrow. La cérémonie s'est déroulée hier à l'ambassade de Gambie au Sénégal. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Le président Adama Barrow annonce que son prédécesseur Yahya Jammeh est disposé à quitter le pouvoir et cela dans les heures qui viennent. Il l'a annoncé comme vous pouvez le voir sur sa page Twitter. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Bakary Konté, notre envoyé spécial à Banjul, la capitale gambienne. Bakary, bonsoir. Bonsoir. Bakary, l'ultimatum de la CEDEAO a, semble-t-il, porté ses fruits. Oui, la médiation des présidents guinéens Alpha Condé et mauritaniens commence à stabiliser la crise politique en Gambie. Selon plusieurs sources, le président Yahya Jammeh aurait donné son accord pour quitter le pouvoir. C'est l'information qui circule ici à Banjul et environ Serakunda et Brikama, des localités que nous avons visitées cette journée. Les populations sont restées dans leurs maisons, les rues sont désertes, les Gambiens étaient dans l'incertitude totale. La nouvelle est tombée dans la soirée. C'est la satisfaction chez les populations de la Gambie. Jammeh pose des conditions, il demande la protection de tous ses biens. Rappelons que des milliers de militaires de la CEDEAO ont cadré la Gambie depuis hier. La question que tout le monde se pose en ce moment est de savoir quand exactement Junko Yahya Jammeh va quitter le pays. Merci beaucoup Bakary Konté. Nous restons donc en contact avec vous au cas où cette intervention arriverait avant la fin de cette édition. Le président élu Adama Barrow a reçu les ressortissants gambiens au Sénégal. Il invite par ailleurs ses compatriotes à revenir travailler dans leur pays pour le développement. Il s'est engagé à restaurer la démocratie dans son pays. Investi hier à l'ambassade de Gambie au Sénégal, le président Adama Barrow se trouve toujours à Dakar. Ce vendredi, il s'est rendu à la mosquée omarienne en compagnie de son homologue sénégalais, le président Macky Sall. Le khalife Thierno Madani Tall a formulé des prières pour le retour de la paix en Gambie. Le président Macky Sall a reçu un ouvrage qui retrace l'œuvre de Cheikh Oumar Tall. Le chef de l'État s'est engagé à financer la traduction du livre écrit en arabe. Investiture toujours du président Adama Barrow à l'ambassade de Gambie au Sénégal. La cérémonie était, comme vous pouvez vous le douter, très suivie par les Gambiens. Nos correspondants dans le sud du pays ont traversé la frontière et ont interrogé des citoyens gambiens. Réaction dans ce reportage de nos envoyés spéciaux. Bakary Konté est à la Sambe. Les avions de reconnaissance ont survolé Banjul au moment où Adama Barrow prêtait serment au Sénégal.
Difficile d'accéder à Banjul, partout des patrouilles militaires. À quelques kilomètres de la Gambie, l'armée sénégalaise se mobilise avec des armes lourdes. Un gradé de l'armée nous a dit « Nous attendons des ordres pour intervenir en Gambie ». Certains Gambiens demandent à la CEDEAO de réagir le plus rapidement possible. Ce que je souhaite, c'est d'arrêter Yaya Jammeh. Si Barrow prête serment, la première chose, c'est l'arrestation du président sortant. La Gambie a besoin de Yaya Jammeh car il a fait beaucoup de crimes. Certains se déplacent, d'autres sont licenciés. Il partira, nous sommes derrière la CEDEAO et tous les pays étrangers. Nous sommes d'accord pour toutes les actions. Nous voulons que Yaya Jammeh parte. Il a fatigué tous les Gambiens, qu'il parte et Barrow s'installe. La Gambie est déserte, des boutiques et magasins ont fermé. Ici, un vidéoclub, 200 francs pour suivre l'investiture d'Adama Barrow. No problem, because if not, secure life. Because if not, ce n'est pas un problème le fait que Barrow a prêté serment à Dakar. S'il le faisait ici, il sera tué. Donc, pour sa sécurité, il peut le faire au Sénégal. Le Sénégal et la Gambie sont les mêmes. C'est à cause du fou qu'il a préféré le faire au Sénégal. On était très contents lorsque Barrow a pris le pouvoir, car pendant 22 ans, c'était la torture. Personne n'ose critiquer Yaya Jammeh. Selon des Gambiens, certains militaires ont tourné le dos à l'enfant de Kanilaï. Il y a des soldats qui ne sont pas avec Yaya Jammeh. Ils sont avec le général, mais d'autres sont toujours du côté de Yaya Jammeh. Ces Gambiens demandent à Jammeh de partir le plus rapidement possible. Ils attendent avec impatience la fin de cette crise politique. Et puis, suite à cette crise politique en Gambie, de nombreux Gambiens ont fui leur pays et se trouvent actuellement au Sénégal. La région de Sédhiou, située dans le sud du pays, s'organise pour accueillir ces ressortissants gambiens. C'est le cas dans les arrondissements de Bogal, de Bona et de Diaroumé. Écoutons à ce propos le maire de la commune de Médina Wandifa. Ces propos sont recueillis par Bakary Konté. Concernant en tout cas les déplacés, depuis quelques jours, on est en train de recenser, on a mis en place dans les différents quartiers de la commune des conseils de quartier qui sont chargés d'accueillir ces déplacés-là. Parce qu'il faut comprendre par là aussi que le Sénégal, surtout la Casamance, sont en même temps des familles intégrées dans la société gambienne, dans la communauté gambienne. Ils ont des parents ici comme nous avons des parents en Gambie. Donc une telle situation s'impose entre les deux États, entre ces deux communautés, on est obligé de se fréquenter. Donc je pense que sur ça, les gens ne tardent pas à se déplacer vers la Casamance, surtout des communes frontalières comme Médina Wandifa, qui naturellement est une commune d'accueil, hein, parce que c'est sa position. Il y a même des gens qui viennent, qui n'ont même pas de parents ici, qui viennent ici. On n'a même pas, du côté de la mairie ici, on a logé des gens qui ne connaissent absolument personne ici. Ils viennent, monsieur le maire, on est venu, on est obligé de trouver des situations appropriées pour ces gens-là. Donc, sur ça, on a mis en place des conseils de quartier qui s'affairent autour d'accueillir ces déplacés-là.
Et puis direction à présent Kéréouane, située à un jet de pierre de la frontière sénégalo-gambienne. La commune a accueilli près de 1500 Gambiens. Sur place, la municipalité manque de moyens. La localité compte d'ailleurs très peu d'infrastructures. 10 tonnes de riz et 300 litres d'huile ont pu être distribués à ces familles gambiennes. Abdoulaye Diallo. Située à un jet de pierre de la frontière sénégalo-gambienne, la commune de Kéréouane a jusqu'à ce jeudi accueilli près de 1500 réfugiés. Ces Gambiens, composés pour la plupart de femmes, d'enfants et surtout d'élèves, de femmes enceintes ou allaitantes. Ces victimes sont accueillies dans une localité où il y a un manque criard d'infrastructures. On est confronté d'abord à un problème d'eau potable. Aujourd'hui, vous voyez tous ces réfugiés, on est obligé d'aller dans des puits pour puiser de l'eau pour qu'ils boivent. Il y a un problème de réseau, problème de réseau téléphonique où on en parle. Aujourd'hui, ce n'est pas tous les endroits dans la commune qu'on peut avoir. C'est une commune très vaste qui pleurise comme 106 villages qui sont là, qui n'ont pas d'infrastructure, ni téléphone, ni d'eau potable. Le maire de la localité leur a apporté une aide en vivres. On est là aujourd'hui pour une cérémonie de don pour les réfugiés gambiens qui sont dans la commune de Kéréouane. De 1468, on a donné 10 tonnes de riz et 300 litres d'huile. On appelle aux autorités sénégalaises de nous aider, d'aider les familles qui accueillent ces réfugiés-là. Vous savez que cette année, la saison des pluies n'est pas favorable. Aujourd'hui, tu vois dans une famille un cultivateur qui accueille 36 personnes pour leur faire nourrir, pour leur faire loger et pour leur faire boire, c'est des problèmes. On appelle à l'État d'urgence d'appuyer ces familles qui accueillent ces réfugiés, les partenaires, les bonnes volontés. La dite cérémonie de distribution de ces vivres s'est déroulée sous haute surveillance policière. Et puis cette information qui vient tout juste de nous parvenir, la Guinée sera le point de chute de Yaya Jammeh où 2 villas vont être mises à sa disposition à Conakry. Alpha Condé lui a décidé de passer la nuit à Banjul. Une information qui émane de sources sûres et selon elle, le tweet attribué au nouveau président Adama Barrow n'est pas authentifié. L'intervention du Sénégal en Gambie aurait dû être validée par l'Assemblée nationale si elle avait dû avoir lieu. Une idée balayée par le constitutionnaliste Babacar Gaye. Selon lui, le Sénégal fait partie d'une force de coalition mandatée par la CEDEAO et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Son intervention en Gambie aurait donc été légitime. Sa réaction dans ce reportage, il est signé Aïssatou Paye et Younous Diatta. Excusez-nous pour ce petit problème technique. La position géographique du Sénégal avec la Gambie l'a obligé à s'impliquer majoritairement dans la résolution de la crise politique. C'est en tout cas l'avis du professeur Sidi Alpha Ndiaye. Il salue d'ailleurs le leadership du Sénégal ainsi que l'initiative du vote de la résolution 2337 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Sa réaction, c'est dans ce reportage, il est signé Alassane Ba et Younous Diatta. Le Sénégal aux avant-postes pour la résolution de la crise gambienne. Le Sénégal diligente pour des raisons géographiques, sa proximité géographique avec la Gambie, et pour des raisons géopolitiques, les opérations de la CEDEAO. Hier, récemment, le Sénégal a fait voter une résolution 2337 par le Conseil de sécurité. Cette résolution du Conseil de sécurité 2337 initiée par le Sénégal montre une fois de plus son leadership dans la résolution de la crise. Il est donné mandat à la communauté sous-régionale d'intervenir en Gambie. Il s'agit déjà pour le Conseil de sécurité de s'inscrire dans le cadre du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Ce chapitre 7 organise une obligatoriété, une impérativité de l'action du Conseil de sécurité. Aussi, la résolution 2337 qui a été votée hier organise un transfert du pouvoir et investit juridiquement, au-delà de la prestation de serment, Adama Barrow comme président élu de l'État de Gambie. Et la résolution, également 2337, donne les coups des franches à la CEDEAO pour intervenir militairement si le processus de négociation de bon office échoue. Qu'est-ce que le Sénégal peut en tirer comme profit? Il ne s'agit pas de voir
quel avantage, quel intérêt le Sénégal pourrait bénéficier. Il s'agit de rétablir la légalité, il s'agit de rétablir l'état de droit, il s'agit de mettre au pouvoir un président qui a été désigné par son peuple et qui, pour l'instant, ne peut pas diriger en raison des caprices d'un ancien président, Yaya Jammeh. Il faut savoir aussi, le président Barrow a beau prêter serment à Dakar, il est de droit président, mais de fait, il n'est pas encore président. Pour être président, il faut remplir les critères qui ont été dégagés par le droit international, c'est-à-dire qu'il faut effectivement contrôler l'appareil d'État, il faut effectivement diriger l'appareil d'État, ce qu'il ne peut manifestement pas faire tant qu'il sera au Sénégal. Et ce sont des critères qui sont des critères consensuels, qui sont des critères qui sont dégagés par la jurisprudence internationale, par la Cour de la Haye depuis 1986 avec l'arrêt Nicaragua. Rôle primordial, le Sénégal s'est fortement illustré sur la crise en Gambie. Dans les communes de Fan, Amitié, Point-E, à Dakar, Plateau, de nombreuses familles gambiennes ont été prises en charge par le ministère de la Santé. Installées hier, jeudi, ces familles ont reçu la visite des autorités administratives ce vendredi. Maïmouna Ndiaye, Fatih et Mohamed Dian. Un dispositif d'accueil et d'hébergement à l'endroit des réfugiés de la Gambie. Près de 200 personnes prises en charge ici à la piscine olympique. Les autorités administratives sénégalaises font le point. On a reçu une trentaine de familles, à peu près 200 personnes, avec 3 nationalités différentes. Il y avait des Gambiens, des Libériens et des Sierra Léonais. Donc quand on a été informé, en collaboration avec les autorités locales et sanitaires, on a eu à prendre des dispositions pratiques pour les accueillir sur instruction de monsieur le ministre de l'Intérieur. Sur le plan médical, 22 Gambiens sont accueillis par le district sanitaire Gaspard Camara. Parmi eux, 5 sont hospitalisés. Leur état de santé est en train de s'améliorer. Maintenant, en plus de ce qui a été fait hier, donc on a installé un quartier général au niveau du centre de santé de Gaspard Camara pour, de façon concertée, voir les besoins spécifiques des populations déplacées et de pouvoir aussi agir de façon adaptée. La commune de Fan.E entend aussi appuyer cet élan de solidarité. Tant que la situation n'est pas encore décantée, vous savez très bien qu'on ne peut pas les déloger. Donc ils seront là le temps que la situation se décante au niveau de la Gambie. Maintenant, nous avions, dès notre arrivée, commencé la prise en charge. Le comité de crise compte poursuivre ses actions. Les informations venant du service de renseignement seront exploitées. La commune de Dakar Plateau, quant à elle, n'exclut pas d'ouvrir d'autres camps pour accueillir les déplacés. Il s'appelle Fofana, d'origine sierra-léonaise. Il vit en Gambie avec sa famille. Il y a quelques jours, craignant une intervention militaire dans son pays, il est venu trouver refuge au Sénégal. Installé dans un camp situé au Point E, il revient sur son périple. Fatih et Mohamed Dian l'ont rencontré. Monsieur Fofana, père d'une famille de 9 bouts de bois de Dieu. Voici Fatoumata, son épouse. Tout comme leurs compatriotes, ils ont fui Banjul, de la Gambie au Sénégal. Le voyage a été mouvementé avec beaucoup de tracasseries. Ça fait 10 jours comme ça, je viens vers Karang. On a passé de Bac, on est arrivé au Karang. Au Karang, là, pour gagner des véhicules avec des enfants, là, c'était beaucoup difficile parce que des enfants ne peuvent pas courir, rentrer dans le car. Et au car, il y avait des grands cahiers qui rentrent dans le car avec la force parce que tout le monde courir pour laisser la place. Si on bi pour douane bi ñoo sonal ñu ñu jëleen suñu ID card bi ñoom mu ne suñu ID card bi sauf da am ay visa boobee da am ay passeport bala la dugg mu ne si nekkul loolu ñun am na droit pour ñu toog benn place ma walee ma ne ñun mun loo toog benn place puisque lu ñëw loolu moo dal ñun ngi daw suñu dëkk. Quelques jours sur la route, des nuits à la belle étoile. Puis ñu ñëw aussi Dakar. À notre arrivée, nous n'avions pas un endroit où dormir. Le maire et le préfet nous ont trouvés dans la rue. Maire bi ñoo fekk ñun demba si mbedd bi. BOS, on était là-bas maintenant, dehors.
Il n'y a pas de place là où dormir. On nous a logés dehors, sur la rue. Enfin, un camp de réfugiés. Ici, ils sont logés et nourris. À partir de hier jusqu'à aujourd'hui, on est content. Il faut voir seulement, tout le monde est content. Ici, c'est aujourd'hui on va commencer à manger maintenant parce qu'il nous a donné beaucoup de riz. Il faut voir de lui, il nous a donné encore de l'argent, 200 000. Ce matin, l'heure est au recensement. Carnet à la main, Khadjata, la chargée de communication de la commune de Point-E, vérifie quelques détails. On a enregistré un nombre exact de 128 personnes. Sur ces 128 personnes, on peut compter 50 enfants qui leur âge varie entre 2 mois et 14 ans. Des malades signalés. Les premiers soins assurés. Direction l'infirmerie. Et puis l'éventualité d'une intervention du Sénégal en Gambie aurait dû être validée par l'Assemblée nationale, une idée balayée par le constitutionnaliste Babacar Gaye. Sa réaction dans ce reportage, il est signé Aïssa Toupaï. Ceci n'est point une déclaration de guerre. Dès lors, nul besoin de consulter l'Assemblée nationale pour justifier l'intervention des forces sénégalaises en terre gambienne. Pour le professeur de droit à l'université Cheikh Anta Diop, plusieurs facteurs entrent en jeu. Dans l'hypothèse d'une guerre ici, nous ne sommes pas dans le cas d'une déclaration de guerre, mais nous sommes dans l'hypothèse d'une intervention dans le cadre d'un mandat d'une organisation internationale, de 2 organisations internationales d'ailleurs, de la CEDEAO d'abord et des Nations Unies ensuite. C'est cette histoire commune entre le Sénégal et la Gambie, cette parenté entre les habitants des 2 pays, mais surtout le fait que la Gambie, c'est une langue dans la bouche du Sénégal un peu. Alors, la Gambie est à l'intérieur du Sénégal, n'a de frontière qu'avec un seul pays, le Sénégal. Et donc, il est normal que le Sénégal soit dans une situation particulière, dans une position particulière dans cette affaire-ci. L'objectif de la coalition n'est autre que de rétablir l'ordre constitutionnel normal. Pour Babacar Gaye, une fois le calme retrouvé, le président Adama Barrow pourra prendre les dispositions nécessaires. L'objectif de la CEDEAO, c'est d'installer celui qui a réellement gagné l'élection présidentielle à l'élection présidentielle, de rétablir l'ordre constitutionnel normal là-bas en Gambie, de faire en sorte que le président Barrow s'installe au pouvoir et d'écarter le président Yaya Jammeh. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs la CEDEAO a accepté une ultime médiation du président guinéen et du président mauritanien et ne serait pas contre que le président guinéen se retire avec, j'allais dire, dans ses bagages, l'ancien président gambien. Le président qui va s'installer au pouvoir en Gambie prendra la décision qu'il jugera la plus opportune. Le président qui va nouvellement élu peut parfaitement engager des poursuites contre le président sortant devant les juridictions pénales internationales, comme il peut renoncer à le faire. Quoi qu'il en soit, tous les regards restent rivés sur la Gambie en attendant un dénouement heureux. Voilà en ce qui concerne la situation en Gambie. Et je vous le rappelle, d'après les dernières informations qui nous sont parvenues, la Guinée sera le point de chute de Yaya Jammeh, où 2 villas vont être mises à sa disposition à Conakry. Alpha Condé, lui, a décidé de rester passer la nuit à Banjul. Le tweet attribué au nouveau président de la Gambie, Adama Barrow, n'a pour l'instant pas pu être authentifié.
À présent, parlons du Parti socialiste. Après le refus du préfet de Dakar d'autoriser la marche des partisans de Bamba Fall, ces derniers ont organisé un vendredi rouge. Vendredi prochain, ils comptent descendre dans la rue, et ce, avec ou sans autorisation. Les détails, c'est avec Pape Faraning et Diafaraba. Vendredi rouge à la Médina, t-shirt et brassard dans toutes les artères de la Médina. Les partisans de Bamba Fall vont battre le macadam avec ou sans autorisation vendredi prochain. Ils n'ont pas le droit de nous empêcher. Nous pouvons comprendre qu'il y ait des déviations au niveau de l'itinéraire, mais il est inconcevable et incompréhensible que vraiment ces gens nous empêchent d'organiser notre marche. Maintenant, le vendredi prochain, s'ils n'acceptent pas cette marche, nous allons le faire de gré ou de force parce que c'est notre droit. Nous avons un plan d'action que nous déroulons les vendredis et quotidiennement, au-delà même des vendredis d'autres jours. Parce que quand même, c'est une situation qu'on ne peut accepter à la Médina. Le combat va continuer jusqu'à l'éclatement de la vérité, dixit Khalifa Sall survolté. Il est hors de question que nous laissions nos camarades continuer à courir à l'autre. Il faut qu'on les défende. Il faut qu'on se lève et qu'on les défende. Pour la traite de Dakar, il faut qu'on se lève et qu'on les défende. Il faut qu'on les défende. La libération de Bamba Fall et ses co-détenus, la jeunesse est interpellée. dama ne ndawu Medina yéen lay waxal ndawu Ndakaaru yéen lay waxal dama ne ragal amu fi takk leen seen fit doon leen bennoo te ngeen xam ne ni que ala kulli aal di ngeen jàkkaarloo. Après cette conférence de presse, les partisans du Parti socialiste de la Médina donnent rendez-vous ce vendredi pour une marche dans les rues pour exiger la libération de Bamba Fall. Le syndicat des gargotiers et associés du Sénégal a vu le jour au Sénégal. Objectif, accompagner et appuyer le secteur informel. Pour la présidente de cette nouvelle organisation syndicale, l'objectif majeur est d'organiser les différents acteurs du secteur. Selon elle, il s'agit de travailler main dans la main avec ceux et celles qui vivent à l'intérieur du pays. Je vous l'annonçais en titre, 2 élections de représentativité en 2017, celle des centrales syndicales et dans le secteur public de l'éducation et de la formation. Au ministère du Travail, on assure que les préparatifs vont bon train. Les 2 arrêtés fixant la liste des organisations qui vont prendre part aux élections ont été publiés. Plus de détails, c'est avec Mambiram Diouf et Younous Diata. Les élections de représentativité des centrales syndicales prévues le 11 mai prochain et celles des syndicats dans le secteur public de l'éducation et de la formation, dont la date n'est pas encore fixée, seront des moments forts pour jauger ces centrales et syndicats. Ainsi, redresser une nouvelle carte syndicale. Tout est fin prêt après avis du Conseil consultatif du travail et de la sécurité sociale. Après ces élections, on saura quelles sont les centrales syndicales qui vont siéger dans le conseil d'administration de l'IPRES, de la Caisse de sécurité sociale, qui vont siéger au Conseil économique, social et environnemental, au titre des travailleurs qui iront au BIT, qui iront dans les organes de la CEDEAO, de l'Union africaine. Donc, bref, quels sont les partenaires de l'État dans ce secteur en tant que centrale syndicale? Là, nous avons lancé un grand programme et les préfets, on a organisé avec eux une journée pour partager avec eux les textes et mettre en place les comités électoraux départementaux, parce que ces élections sont totalement organisées par le comité électoral national et les comités électoraux départementaux. Ce n'est pas le ministre qui décide. Dans le secteur de l'éducation et de la formation, 32 syndicats sont en lice, une première au Sénégal. Et ça tombe sur l'éducation parce que c'est un point d'accord avec les syndicats d'enseignants qui ont toujours revendiqué cela. Si seulement 10% des suffrages exprimés sont demandés aux syndicats pour être les interlocuteurs de l'État, ainsi représenter la base, cela ne signifie pas que c'est trop sélectif. Si vous regardez ce qui se passe dans le monde, vous regardez par exemple le Togo. Le Togo, il est à 25% des suffrages valablement exprimés. Le Burkina, c'est vrai, il y a 10%. Si vous allez au Bénin, ils sont à 30% des suffrages exprimés. Ce pourcentage, les suffrages valablement exprimés, c'est par collège. Vous savez, quand il y a un émiettement syndical, il est difficile de pouvoir discuter. Actuellement, par exemple, l'État, quand il négocie avec 40 syndicats d'enseignants.
Vous pensez que c'est possible de négocier avec 40 syndicats d'enseignants et de trouver des réponses qui recoupent tout le monde? Ce n'est pas possible. Pour les élections de représentativité des centrales syndicales, tous ceux qui ne sont pas inscrits à l'IPRES et à la Caisse de sécurité sociale n'y participeront pas, précise le ministre, pour lutter contre l'évasion sociale. Oh yes, yes. Et puis, élection de représentativité dans le secteur de l'éducation et de la formation. 32 syndicats sont en lice. D'après le ministre du Travail, ils ont été sélectionnés dans la transparence. Le QSEMS, dont le dossier est pendant devant la justice, ne pourra pas participer aux élections de cette année. Écoutons à ce propos le ministre du Travail. Ces propos sont recueillis par Mame Biram Diouf. L'État veut que les organisations soient organisées dans la transparence totale. C'est vrai que nous avons des syndicats qui ont des problèmes en leur sein parce qu'il y a eu des scissions et ils sont allés au tribunal. Mais vous savez, quand un dossier est pendant devant la justice, nous sommes liés. Nous ne pouvons rien faire. C'est le cas du QSEMS. Je pense que le QSEMS, depuis très longtemps, même depuis la signature du premier protocole d'accord que nous avons signé, nous avons toujours signé le QSEMS avec 2 secrétaires généraux. Parmi les 40 syndicats qui venaient répondre, on a toujours eu les deux QSEMS qui étaient représentés et chacun signait en son nom. Dans l'arrêté qu'on vient de publier, c'est un arrêté qui porte pour les 32 syndicats qui sont reconnus. Pour chacun des syndicats, on a donné le nom de son secrétaire général. Je pense qu'il y a la transparence. Il ne nous appartient pas, nous, ministère du Travail, de vider les contentieux qui sont pendants devant la justice. Mais je pense que ce que nous avons eu, déjà, parce que le droit syndical est un droit négocié, ce qu'on a toujours négocié et les bases sur lesquelles on a toujours travaillé, allons vers les élections. Je pense que ce sera le moment opportun pour que chacun puisse se peser, parce que nous avons prévu un bulletin unique avec une photo du secrétaire général. Je pense que là, les conditions de transparence sont réunies pour que chacun des enseignants qui viennent signer puisse avoir toutes les dispositions pour pouvoir signer. Lors de son entretien avec Mame Biram Diouf, le ministre du Travail s'est également exprimé au sujet de la conférence sociale sur la retraite programmée pour le premier trimestre de l'année 2017. Elle est très attendue par les retraités sénégalais. L'État, entre 2012 et décembre 2016, a octroyé une augmentation de 40% sur les pensions des retraités. En 2017, le gouvernement veut faire plus. Écoutons le ministre El Hadj Mansour Sy. Ces propos sont recueillis par Mame Biram Diouf. Si vous regardez ça actuellement, face à la mensualisation que les retraités avaient demandé, celui qui avait un bimestre de 100 000 en 2012, à l'occasion de la mensualisation, il va se retrouver avec plus de 72% de sa pension de 2012. Mais c'est un aspect important. Mais le président a dit que cela ne suffisait pas. Il faut faire en sorte qu'on puisse réformer les systèmes de retraite. C'est pourquoi il a demandé à la conférence sociale, on est en train de discuter sur la pension minimale, c'est-à-dire comment faire pour ne pas avoir de petites pensions. Parce qu'au Sénégal, il suffit de cotiser 400 points pendant 1 an et avoir une pension. Mais ça, vous êtes obligé d'avoir une pension faible. Comment faire maintenant pour avoir une pension qui se rapproche du SMIC, qu'on appelle la pension minimale, pour tirer toutes les pensions? Et ça, nous avons fait un certain nombre de propositions qu'on va discuter à la conférence sociale sur la retraite avec les partenaires sociaux, et ça va permettre de pouvoir arriver à des retraites beaucoup plus confortables. Comment faire pour que tous les travailleurs au niveau de l'IPRES aient la retraite complémentaire? Parce qu'actuellement, la retraite complémentaire, c'est uniquement pour les cadres. Comment faire pour qu'au niveau de l'IPRES, on mette en place une retraite supplémentaire? C'est-à-dire que les gens volontairement mettent de côté une contribution pour partir avec un ticket. Et ces réformes ne vont pas s'arrêter au niveau de l'IPRES. Comment on va réformer les paramètres au niveau du Fonds national de retraite? C'est-à-dire comment on va revisiter la part de cotisation de l'État et des employeurs. L'actualité internationale aux USA, Donald Trump a prêté serment ce vendredi sur les marches du Capitole à Washington. Il succède ainsi à Barack Obama comme 45e président des États-Unis. Donald Trump a prêté serment peu après son vice-président Mike Pence, avant de signer ses premiers actes officiels depuis le bureau ovale de la Maison-Blanche. Lors du déjeuner d'investiture, le nouveau président américain a rendu hommage à Hillary
Hillary Clinton et à son mari Bill. En marge de la cérémonie, de nombreuses arrestations de militants anti-Trump ont eu lieu selon la police fédérale de Washington. Un mot de sport à présent avec la CAN de 2017. Premier objectif atteint pour l'équipe du Sénégal. Après leur victoire 2-0 hier face au Zimbabwe, les Lions décrochent leur place en quart de finale. Retour sur cette belle victoire avec nos envoyés spéciaux au Gabon, Mamfatou Ndoye et Hamza Diallo. Ils en avaient marre de rentrer dès le premier tour. Eux, ce sont les Lions de la Teranga et ils ont saisi l'occasion car une victoire face au Zimbabwe était forcément synonyme de second tour. Ils se sont ouverts les portes de la qualification en marquant 2 buts avant la fin du premier quart d'heure de jeu. J'avais foi en moi, j'étais en confiance, donc je savais que je pouvais la mettre dans cette zone-là. Donc aujourd'hui, ça a réussi, donc tant mieux. Très fier, sincèrement. Mais voilà. On va pas trop s'enflammer. Le football n'aime pas ça. Très content pour la classification, très content pour la victoire, pour l'équipe. Sadio Mané ouvre le score dès la 9e minute sur une passe décisive de Baldé Keita. Et puis, Henri Saivet fait le break sur un magnifique coup franc. Les Lions font une première période de haute facture. Sur l'ensemble du match, ils ont multiplié les occasions, une copie bien meilleure que celle contre la Tunisie. Le très bien est l'ennemi du bien, comme l'a dit le coach. Et, il faut juste essayer de bien faire. Et en plus, il y avait la fatigue des Boxing Day. La préparation était dure, donc il faut le temps de digérer. Aujourd'hui, ça a été beaucoup mieux. On va continuer de monter en puissance. Il avait manqué le but, mais l'important, c'est la victoire de l'équipe. Et on y va, tout ensemble. Contre la Tunisie, on avait joué et les gens disaient qu'on avait mal joué. Maintenant, on sait bien les erreurs qu'on a fait contre la Tunisie, il ne fallait pas les répéter. Et je pense qu'aujourd'hui, l'équipe a bien réagi. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une victoire collective. Le score ne changera plus. Malgré les entrées de Moussa Sow à la place de Mambiram Diouf, Cheikhou Kouyaté, élu homme du match, sera remplacé par Cheikh Ndoye et Sadio Mané par Ismaïla Sarr. Mais ce soir, l'essentiel était ailleurs. Avec déjà 6 points dans son escarcelle, le Sénégal terminera à coup sûr premier de sa poule et pourra aborder avec sérénité le 3e et dernier match. Chaque vendredi, la rédaction vous propose de suivre sa chronique du JT. Ce soir, elle revient sur la prestation de service du nouveau président de la Gambie. La cérémonie s'est déroulée hier à l'ambassade de Gambie au Sénégal. La chronique du JT, c'est tout de suite. Elle est signée Papis Diao. C'est à 16h58 ce 19 janvier 2017 que la Gambie a officiellement basculé dans un nouveau régime. Celui-ci est incarné désormais par Adama Barrow. Yaya Jammeh est à partir de cette heure l'ex-président du pays. Tels sont les faits, du moins dans sa lecture théorique. Mr. Barrow a prêté serment très loin de son terroir, dans son ambassade à Dakar. Alors une nouvelle question voit le jour. Elle s'agite dans l'esprit des analystes et observateurs. Elle cherche ici la réponse sur la valeur de cette prestation hors du territoire gambien. À cela, pourrait s'ajouter cette amertume de voir peut-être une cérémonie aussi triste et sobre dans un espace aussi étroit au regard de la symbolique, de la signification et de l'importance de l'investiture d'un chef d'État à la magistrature suprême d'un pays. Ainsi, le monde redécouvre en Afrique un visage hideux, un visage de honte. Il nous stigmatise et nous flanque un autre cliché. Ce qui s'est passé ce 19 janvier est historique parce que c'est juste pas le souhaitable. Quoi qu'on veuille être dans les normes, dans les règles, pour ne pas dire dans la normalité ou la légalité. Mais toute cette déconvenue nous est tombée dessus par le comportement d'un seul individu, pour ses caprices ou sa folie supposée. Quoi qu'il en soit, le vent de la légalité doit souffler et très rapidement afin que le droit s'impose. La communauté internationale doit accélérer le processus de rétablissement de l'ordre républicain. Pour le cas de la Gambie, toutes les fins justifieraient les moyens. Adama Barrow doit exercer son mandat en conformité avec le choix de son peuple. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous de la rédaction, c'est à 0h avec le tout temps en images. Je vous retrouve demain pour le journal de 20h. Tout de suite, suivez l'invité du journal. Ce soir, Mamoudou Ibra Kane reçoit M. Ousmane Sen, le directeur du West African Research Center, le centre de recherche ouest-africain. Excellente suite des programmes sur notre antenne.